Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau journal. En bref, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel d'Abidjan. Il a été essentiellement consacré au budget 2015 de la Côte d'Ivoire. Plus d'informations sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Une délégation du Fonds monétaire international FMI à la rencontre du chef de l'État ivoirien. Après 2 semaines d'évaluation du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire, la mission conduite par le directeur Afrique et économique et financier du FMI se dit satisfait des progrès réalisés par le pays. À Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu des échanges approfondis avec cette mission d'évaluation du Fonds monétaire international. Des discussions relatives à la 6e revue des performances de l'économie ivoirienne. Le chef de mission, Michel Lazare, sous-directeur département Afrique du FMI, s'est dit satisfait des résultats obtenus et des progrès réalisés dans le cadre des réformes mises en œuvre par la Côte d'Ivoire. Nous saluons les résultats obtenus par les autorités ivoiriennes en 2014, avec une croissance forte que nous estimons dans nos chiffres aux alentours de 8%. Nous saluons également le progrès fait avec l'ensemble des réformes, que ce soit le climat des affaires, que ce soit la restructuration du système financier, que ce soit d'autres éléments marquants, comme par exemple la poursuite du succès de la réforme du café-cacao, qui a permis notamment récemment une augmentation forte du prix du cacao. Pour ce qui est de 2015, nous avons noté des perspectives également favorables, avec une poursuite de la croissance attendue aux alentours dans nos chiffres de 8%. Nous y voyons une confirmation de l'élan de l'économie ivoirienne. Cela devrait se traduire par des effets positifs pour la population. Une croissance forte, cela signifie des emplois et ça signifie également la possibilité de distribuer du pouvoir d'achat. Et nous attendons à ce que le pouvoir d'achat, notamment celui des fonctionnaires, puisse augmenter à partir de 2015. Beaucoup de progrès ont été faits, mais il reste effectivement beaucoup de travail à faire dans l'ensemble de ces domaines. Et nous notons que le gouvernement s'y attelle et devrait continuer à concrétiser ces réformes dans les mois qui viennent. La délégation du Fonds monétaire international a quitté Abidjan ce jeudi 2 octobre après une mission d'évaluation de 2 semaines en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ont procédé ce matin à l'ouverture de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Ils vont également poser la première pierre de l'entrepôt de la structure. La Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie nationale de financement. Elle est basée sur la performance afin d'améliorer le système sanitaire. Une rencontre de validation du document a eu lieu cette semaine. La couverture universelle en santé reste un challenge pour la Côte d'Ivoire. À travers le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, une stratégie nationale de financement basée sur la performance va être signée le 2 octobre prochain. On voudrait que le personnel de la santé, dans son entièreté, que ce soit le personnel administratif ou le personnel technique, mette en idée que plus la qualité est meilleure, plus la population aura besoin d'acheter. La stratégie basée sur la performance est une alternative de financement de la santé qui permet, sur la base des contrats que le ministère de la Santé peut avoir avec les prestataires, qu'ils soient privés ou publics, pour leur permettre de fournir des soins de qualité. Le secteur de la santé n'est pas isolé, c'est dans un ensemble. Mais comme vous le savez, la vie, la santé n'a pas de prix. Il faut doper un peu le moral de ce personnel pour qu'il puisse contribuer, mieux contribuer à la prise en charge de nos malades et puis qu'ils puissent répondre aux besoins de nos populations en matière de santé. La validation de la stratégie nationale de financement basée sur la performance passe par tout un processus. Il a été lancé depuis l'année 2013. La Côte d'Ivoire veut communiquer autour de la prochaine campagne de vaccination de méningite afin de susciter l'adhésion des populations. Les acteurs, les spécialistes et les experts en matière de santé et de communication renforcent donc leurs capacités afin de mieux gérer les situations de crise liées aux rumeurs qui sont très souvent un frein aux campagnes de vaccination.
Prévenir au lieu de guérir, c'est l'objectif de tout vaccin et c'est aussi celui de la réunion initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette rencontre sous-régionale vise à mettre en place une stratégie efficace pour combattre les rumeurs et incompréhensions afin de susciter l'adhésion des populations à la prochaine campagne de vaccination contre la méningite. Elle concerne plusieurs pays situés dans la ceinture méningétique africaine, dont la Côte d'Ivoire. C'est un vaccin qu'on dit conjugué, qui permet d'avoir une immunité plus longue. Habituellement, le vaccin qu'on a, il protège pour 3 ans. Et celui-là doit protéger pour 10 ans. Donc, c'est des avantages certains de ce vaccin. Donc, nous souhaitons une réussite de cette campagne. Il est d'autant plus important de faire adhérer les populations à cette campagne qu'il s'agit d'un nouveau type de vaccin encore plus efficace. La Mauritanie est concernée par la méningite. Nous avons pratiquement la moitié de nos régions qui sont frontalières avec le Mali et le Sénégal. Dès la fin de cet atelier, les recommandations et toutes les informations seront prises en compte et seront opérationnelles pendant la campagne. Des partenaires au développement appuient le renforcement des capacités des acteurs et vont également être présents sur le terrain. On a vacciné 153 millions de personnes à ce jour, sans aucun cas décelé de méningite A dans les populations vaccinées. Ce vaccin va permettre d'éliminer les épidémies de méningite qui sévissent en Afrique subsaharienne depuis plus de 100 ans. La réussite des activités de campagne d'introduction de nouveaux vaccins est étroitement liée à la communication. Elle permet aux organisateurs d'établir, de conserver et surtout d'accroître la confiance et la crédibilité auprès de la population concernée par la vaccination. Le virus Ebola s'est propagé à toutes les provinces du Libéria, qui est aujourd'hui le pays le plus touché. Et c'est de là qu'est partie la première contamination hors d'Afrique. Vous le savez, un cas d'Ebola a été découvert aux États-Unis. Le malade avait récemment séjourné à Monrovia au Libéria. Une centaine de personnes auraient été en contact avec lui et elles sont toutes sous surveillance. La famille du malade est confinée chez elle pour 3 semaines. Les écoles des enfants ont toutes été désinfectées. Un système d'information environnementale bientôt mis en place en Côte d'Ivoire. Il va donner des informations en temps réel sur l'environnement, à l'État, aux entreprises et aussi aux particuliers. Les experts et acteurs du système se sont rencontrés pour mettre en œuvre ce projet environnemental. La Côte d'Ivoire veut mettre en place un système d'information environnementale. Il s'agit d'un guide qui va permettre à tous d'avoir accès en temps réel à des informations pour la sauvegarde de notre environnement. Une initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Pour prendre une décision, il faut les donner. Et pour que les autorités du ministère puissent prendre une décision, vous allez voir que le système va faire sortir des cartes. Puis le citoyen lambda, par exemple, si dans son quartier, chaque fois il est enrhumé, il va voir dans le système, dans tel secteur, pourquoi chaque fois je suis enrhumé, il saura que, effectivement, il y a telle fabrication de peut-être de savon à côté qui pollue mon environnement, ce qui fait que chaque fois je suis enrhumé. C'est une plateforme qu'on va mettre en place, une plateforme web, un portail web qui va communiquer directement avec les bases de données qui sont dans le ministère, les bases de données qui sont dans les structures détentrices de données, pour qu'on puisse avoir l'information environnementale en temps réel. Pour la mise en place du projet, 3 consultants ont été retenus. Ils sont chargés de collecter et de traiter des données environnementales. Ils vont ensuite les mettre à la disposition des décideurs et des usagers afin d'accompagner efficacement le processus de développement durable de la Côte d'Ivoire. Et de nouveaux textes sont en cours d'élaboration pour réglementer l'exploitation de la faune et de la flore ivoirienne. Le ministère de l'Environnement et les experts ont planché sur la stratégie nationale à mettre en place. Le reportage de Christelle Ménan et Félix Amani. Le catinfé, plus connu en Côte d'Ivoire sous le nom de feuille d'atiéké, est à l'origine d'une substance aujourd'hui utilisée comme édulcorant, produit sucrant et largement commercialisé au Japon et aux États-Unis. Aucun profit à noter cependant pour la Côte d'Ivoire ou le Ghana, pays où pousse en majorité cette plante. Il est aujourd'hui question d'une meilleure répartition des revenus d'exploitation des ressources génétiques, entendez ressources animales, végétales et microbiennes ayant une valeur effective ou potentielle. Tous les États sont souverains de leurs ressources génétiques. Il doit y avoir un contrat entre les deux parties, c'est-à-dire la partie qui utilise la ressource et la partie qui fournit la ressource, de sorte qu'on sache les tenants et les aboutissants de ce qu'on va faire avec notre ressource et qu'on sache qu'est-ce qu'on gagne en retour.
Une prise de conscience nécessaire, d'autant plus que la Côte d'Ivoire est signataire de la Convention sur la diversité biologique, un traité international entré en vigueur en 2013 après le sommet de la Terre de Rio de Janeiro. L'objectif 3 de ce traité entend un partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. La Côte d'Ivoire s'aligne sur ce standard. Une stratégie nationale est en cours d'élaboration. L'exercice est dirigé par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Il implique aussi les ministères de l'Agriculture, de la Recherche scientifique, des Ressources halieutiques et des Eaux et Forêts. Nous ne pouvons pas faire la conservation de nos ressources naturelles, de toutes les ressources naturelles, sans la participation des populations. Il faut que cette utilisation tienne compte du fait que nous n'avons que la planète Terre. Si nous utilisons toutes ces ressources en une seule fois, nous ne disposerions plus et puis nous serions en manque. Utilisation durable des éléments, conservation de la biodiversité, ce sont les deux autres objectifs de la Convention sur la diversité biologique, CDB. Ces objectifs font de la CDB le principal instrument international relatif au développement durable. Il réunit actuellement 193 États parties. Le directeur régional de l'industrie et des mines visite les usines de Bouaké. L'usine FTG, considérée il y a quelques années comme le poumon économique de la ville, est aujourd'hui à l'agonie. Kwadjo Kwame. Le directeur régional de l'industrie et des mines visite les unités industrielles de Bouaké pour se rendre compte de l'état de santé de ces entreprises. Au magasin de stockage et à la grosse préparation de l'entreprise FTG, partout, l'eau stagne et plusieurs machines sont à l'arrêt. Autant dire qu'elles sont en ruine. Faute d'investissement et d'entretien de ces outils de production, il y a de cela 12 ans. Nous avons besoin de entre 3 et 6 milliards pour que l'usine soit vraiment remise à neuf. Mais en attendant, nous avons déjà fait des calculs, nous pensons qu'avec 1 million d'euros, ce qui fait à peu près 650 millions de francs CFA, nous pouvons déjà limiter les dégâts et permettre à cette entreprise-là de vivre. Avant la guerre, on était 1000 francs et aujourd'hui, nous sommes à peine 150. Donc vous avez vu un peu l'usine en train de tomber en ruine. Pour le responsable du syndicat des travailleurs du textile, cette baisse d'activité a une incidence sur les conditions de vie des employés. Une réelle préoccupation pour ce qui constituait autrefois le poumon économique de Bouaké, aujourd'hui réduit à l'état des vestiges. Pour le directeur régional de l'industrie et des mines, des propositions seront faites au ministre de tutelle. Propositions allant dans le sens du relèvement du niveau de production de l'entreprise. C'était la principale usine qui générait beaucoup de richesses dans cette région. Et donc je crois que si le gouvernement aide cette structure à se relever, c'est donc créer la richesse, créer des emplois et donc développer la Côte d'Ivoire. Plusieurs entreprises de Bouaké vont être visitées par le directeur régional pour être au fait de leurs préoccupations. Des murs fissurés, des fondations à nu, un nid de passage d'eau en chantier. Ce constat est fait à la cité Sinakasi 2 de Mbadon, précisément à Cocody. Malgré l'appel du gouvernement relatif à l'occupation des zones à risque, une société immobilière effectue en ce moment des travaux de construction de bâtiments sur un canal d'évacuation d'eau. Inquiets, les riverains souhaitent une visite du bureau de contrôle du ministère de la Construction afin de les assurer des inondations probables, car ce passage permet l'écoulement des eaux depuis la Riviera 1 et 2 jusqu'à la lagune Ébrié. Clôture ce matin des journées nationales du cacao et du chocolat. Le thème retenu cette année, économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Un cadre d'Odiéné appuie les parents de la région pour une rentrée scolaire sereine. Il a offert des kits scolaires aux élèves et du matériel didactique aux établissements scolaires. Chantal Akanda. Don de kits scolaires aux élèves de Bako, Bongoussou et Dioula-Tiédougou dans le département d'Odiéné. Valeur des dons, plus de 7 millions de francs CFA. Le donateur est un cadre de la région. Brahima Bamba veut soulager les parents et surtout donner la chance à un plus grand nombre d'enfants d'être scolarisés. Il a invité les parents encore hostiles à la scolarisation de leurs enfants à changer d'attitude. Brahima Bamba appelle les autorités locales à sensibiliser les populations à faire de la scolarisation des enfants une obligation à Odiéné. Les enfants, je sais déjà que vous êtes très heureux d'aller à l'école et je vous encourage à bien travailler. Afin que demain, on soit là aussi pour assister aux différents dons que vous allez faire aux populations, aux petits frères.
Les différents intervenants à cette cérémonie, dont Daouda Diarasouba, représentant le parrain, ont salué tour à tour l'acte posé par le donateur et invité les cadres de la région à faire de même. La ville de San Pedro compte plus de 152 000 élèves. Comment s'est passée là-bas la rentrée scolaire du 15 septembre dernier? Le reportage est signé Éric Goré et commenté par Serge Coléa. À San Pedro, les cours ont véritablement repris dans la plupart des établissements scolaires. Selon le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, le déficit d'enseignants a été comblé cette année. San Pedro était la zone très déficitaire en matière d'enseignants. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'au niveau de l'enseignement primaire, nous avons reçu 452 enseignants affectés. Les élèves ont répondu à l'appel à 80%, essentiellement dans les établissements publics. Les 20% restants sont issus des établissements privés. Nous avons plusieurs écoles privées qui offrent les possibilités d'inscription aux enfants. Et les parents sont amenés à faire le choix entre ces établissements. Et souvent, ce tâtonnement fait qu'ils prennent du retard. Pourquoi ce retard dans les établissements privés? Responsables et parents d'élèves nous donnent des explications. Depuis que la rentrée est lancée, nous avons enregistré à peu près le tiers de notre effectif habituel. Ce qui constitue une véritable entrave au bon déroulement des cours ici. Je ne suis pas encore prêt parce que les temps sont durs. Certains élèves ont bénéficié des prises en charge offertes par Ateyaya, président de la section San Pedro du Monasco. Ces élèves ont déjà commencé les cours. Les professeurs ont commencé les cours. On a commencé à écrire dans les cahiers. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de San Pedro dispose d'un effectif de 5 525 enseignants pour 152 686 élèves. À Grands-Atri, dans le département de Soubré, zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire, l'école primaire publique du village de Djezoukro compte un bâtiment de plus avec 3 nouvelles salles de classe. Honorine Anigori. La construction de ce bâtiment de 3 classes permet à la municipalité de Grands-Atri de contribuer à la scolarisation des enfants. Ainsi, l'école se rapproche des élèves. À la cérémonie de remise des clés des 3 nouvelles classes, le maire de Grands-Atri, lui Naounou Yaba, a exhorté les parents à envoyer leurs enfants à l'école, et ce, pour leur garantir un avenir meilleur. Au nom du directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Milka Gueye, inspecteur de l'enseignement primaire de Grands-Atri, a salué l'action du conseil municipal. Pour elle, la municipalité vient de résoudre un problème crucial, celui de l'accès à l'éducation pour plusieurs enfants de la localité de Djezoukro. Elle a invité les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants en les scolarisant. Réceptionnant les clés de la nouvelle école, Sindou Dosso, le sous-préfet de Grands-Atri, a invité enseignants et élèves à redoubler d'efforts dans le travail pour des résultats meilleurs. Dans l'enseignement supérieur, les sciences de la santé s'adaptent au système LMD, licence, master, doctorat. Le ministère de tutelle initie une rencontre afin de réorganiser et adapter les programmes. Un seul objectif en vue, améliorer le taux d'employabilité en Côte d'Ivoire. Ami Sissoko, Kone Pargassoro. Le domaine des sciences de la santé fait sa mue. Un séminaire de révision des curricula est initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif, améliorer la qualité et la pertinence des formations dispensées en vue de les adapter au système LMD, licence, master, doctorat. La manière d'aborder les maladies, tout a évolué, tout a changé. Donc peut-être il faut inclure un peu plus d'heures dans certaines formations, dans certains enseignements, réduire un peu dans l'autre. Donc adapter au temps présent ce qu'on avait et apporter du nouveau dans ce qu'on a. Par exemple, vous avez l'Ebola, ça veut dire que ça rentre dans un cadre qu'on appelle maladies émergentes et réémergentes. Ces maladies-là doivent avoir une place quand même dans l'enseignement, alors qu'il y a 10 ans, peut-être que leur place était infime. Il s'agit de la médecine aujourd'hui, mais c'est une révision générale de tous les curricula, de toutes les filières, de toutes les UFR pour les adapter au système LMD. Le système LMD, licence, master, doctorat, vise une professionnalisation
plus accrue pour améliorer le taux d'employabilité de nos diplômés. Ce séminaire des sciences de la santé, à savoir sciences médicales, pharmaceutiques, paramédicales et odontostomatologie, réunit des experts en pédagogie et des professionnels du domaine. Durant 3 jours, ils réviseront et harmoniseront les offres de formation en vigueur. Les populations démunies d'Adjoufou, c'est dans la commune de Port-Boué, ont reçu des vivres et des non-vivres. L'ONG La Compassion du Christ vient ainsi les soulager et rendre meilleur leur quotidien. Grâce Kando. Soulager les populations en détresse à travers des œuvres sociales. C'est la mission que s'est assignée l'ONG La Compassion du Christ. Une mission qu'elle mène depuis 5 ans. Enfants de la rue, prisonniers, veuves, orphelins, ces personnes en détresse retrouvent le sourire avec les dons faits par l'ONG. Dans le district d'Abidjan, La Compassion du Christ rend visite aux populations d'Abidjan dans la commune de Port-Boué. L'objectif est le même, faire des dons, soulager les personnes démunies. À Adjoufou, les populations ont reçu plusieurs dons, notamment des kits scolaires, alimentaires et des tenues vestimentaires. Pour le porte-parole des bénéficiaires, ces dons sont un véritable soulagement en cette rentrée scolaire. Les responsables de l'ONG La Compassion du Christ comptent sillonner d'autres quartiers précaires du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'ONG La Compassion du Christ a vu le jour le 19 avril 2009. L'église évangélique de la délivrance et du rachat des âmes, elle aussi vient en aide aux veuves, aux orphelins et aux familles démunies. Abou Sanogo. Né il y a 9 ans dans la commune de Cocody, le ministère de la délivrance et du rachat des âmes de la Riviera de MDRAM a battu le rappel de ses fidèles pour cette fête anniversaire doublée du culte d'action des grâces. Le MDRAM a pour vocation la délivrance des personnes sans soutien spirituel et sans espoir. Il œuvre également au pardon et à la paix dans le foyer pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers le progrès. Nous avons notre confiance en l'Éternel et on verra la gloire de Dieu. Si la Côte d'Ivoire réellement se confie à Christ, réellement et fait de l'Éternel ses délices, la gloire de Dieu se manifestera, la prospérité se manifestera dans chaque vie, dans chaque famille et je crois qu'on sera heureux. L'autre vocation du ministère, ce sont les œuvres sociales. Aussi en cette rentrée scolaire, les veuves et les orphelins du centre d'accueil Minoge de Yopougon n'ont-ils pas été oubliés. Kits scolaires, vêtements et chaussures d'une valeur de 2 millions de francs CFA leur ont été distribués par le MDRAM. Selon la responsable du département œuvre sociale du ministère, Mme Konan Nekona, ce geste s'inscrit dans la logique de la prescription biblique. Les bénéficiaires, à travers la présidente du centre d'accueil, Béni Marthe, ont traduit leur gratitude au ministère de la Délivrance et lui ont souhaité longue vie. Ce vendredi est un jour doublement saint pour les musulmans. Il marque le 9e jour du dernier mois du calendrier lunaire, c'est le jour d'Arafat. Quelle attitude pour le musulman en ce jour qui précède la fête de Tabaski? Mamadou Kouassi. Ce vendredi 3 octobre 2014 correspond au 9 Zulhidja 1435, soit le jour d'Arafat. Un jour important dans la vie du fidèle musulman, car ce 9e jour du dernier mois du calendrier lunaire est plein de spiritualité. Autant la nuit de Qadr est la meilleure nuit auprès d'Allah, le jour de Arafat est également le meilleur jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, où le musulman doit présenter ses doléances et ses supplications à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un jour d'exaucement de vœux par excellence. Toujours, selon les guides spirituels, ce jour est le jour d'achèvement de la religion musulmane et de la perfection de la grâce divine accordée à la Oumma. Toutes ces consignes ont été enseignées aux femmes musulmanes réunies au sein de la COFEMSI, Confédération des organisations féminines musulmanes de Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, l'imam Abaka Konaté, second conférencier, a abordé la question de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir. Il ne doit pas quand même prendre son petit déjeuner. Il attend jusqu'à son retour de la mosquée ou bien des lieux de prière pour prendre son petit déjeuner. Selon la présidente nationale de la COFEMSI, cette rencontre vise à enseigner aux femmes musulmanes les vertus du jour d'Arafat et de la fête de la Tabaski. Pour Adja Mariam Foufana,
C'est également un moment de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc il faut beaucoup prier pour que les mauvais esprits s'éloignent de nous, pour que la paix définitive revienne dans le pays. Nous demandons cette paix pour tous les habitants de ce pays. Il faut rappeler que le dernier sermon du prophète Mohammed a été fait lors d'une célébration d'Arafat. En Côte d'Ivoire, au cours de cette journée de célébration d'Arafat, plusieurs activités seront organisées dans les différentes mosquées, dont la principale sera la grande mosquée du plateau, avec la retransmission en direct de la célébration d'Arafat depuis l'Arabie Saoudite. Et c'est demain donc la fête de la Tabaski. Elle est marquée par le sacrifice du mouton. Quel est donc le sens de cette immolation? Quelle importance pour le musulman? La réponse dans ce reportage de Konaté Moussa et Serge Koléa. La fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir, ou la grande fête, est un moment important pour les fidèles musulmans. Elle a lieu 70 jours après la fête du Ramadan. Appelée la fête du sacrifice, elle commémore la soumission d'Abraham à son Dieu. Allah a demandé à Abraham d'immoler son unique fils. Et Abraham a voulu exécuter l'ordre d'Allah. Et Allah a dit dans le glorieux Coran, et nous le rançonnâmes d'une généreuse immolation, qui est, comme on appelle, le bélier. Et donc, vous voyez, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette grâce-là que nous essayons vraiment de commémorer, essayer de suivre l'exemple d'Abraham. En souvenir de cette marque d'expression de foi d'Abraham, chaque famille musulmane sacrifie un animal selon ses moyens. L'immolation d'une bête est un acte majeur de la célébration de la Tabaski. Les savants nous disent que il est important, ou bien de préférence, immoler les béliers. Pour celui qui immole, comme on appelle, un bœuf, alhamdulillah, cela est également bien, comme les chameaux, chèvres et autres. Le messager dit, paix, salut d'Allah soit sur lui, et dit, celui qui immole sa bête avant celle de l'imam, son immolation sera considérée comme un sacrifice parmi tant d'autres, mais ne sera pas considéré comme le sacrifice de la fête de Tabaski. C'est ce samedi 4 octobre 2014 que les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou la fête du sacrifice. Et pour finir, revenons sur ce conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel d'Abidjan. Il a essentiellement été consacré au budget 2015 de l'État de Côte d'Ivoire. Plus d'informations sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Et voilà pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous. D'autres informations sur les www.rti.ci.